Bonjour et bienvenue au château de Fontainebleau, avec derrière moi la cour d'honneur et son iconique escalier en fer à cheval, immortalisé par Napoléon le jour des adieux en avril 1814. Napoléon qui disait de Fontainebleau, c'est la demeure des rois, la vraie maison des siècles. Nous allons retrouver pour cela le conservateur général du musée, j'ai nommé Christophe Beyeler, qui va nous rejoindre pour nous guider dans cette visite. C'est M. Christophe Beyeler, conservateur général du musée Napoléon Ier, qui nous accueille aujourd'hui et qui va nous guider à travers cette visite. Christophe Beyeler, bonjour. Alors, avant toute chose, qu'est-ce que le musée Napoléon Ier? Le musée Napoléon Ier est né de la dation fondatrice de la famille impériale, conclue en 1979. En conséquence de cet apport dans les collections de l'État de nombreuses pièces, les champs de compétences entre institutions ont été redéfinis et Fontainebleau se doit d'assumer le plein empire 1804-1815. À cette fin, les pièces d'origine familiale ont été rapprochées d'autres, puisées dans le fonds palatial ici à Fontainebleau, ou bien sous forme de dépôt d'autres institutions, ou bien encore sous forme d'acquisition ou de donation. Et ces dernières années, les amis ont contribué à cet effort acquisitif. Nous le verrons en trois temps. L'action propre des amis. 2, l'opération de souscription publique des Sèvres pour Fontainebleau. Et 3, ce que vous avez eu l'astuce de baptiser le florilège des générosités. Alors, nous sommes ici devant un habit de chambellan de la maison de l'empereur. En quoi cet habit de chambellan concourt-il à la démonstration du musée Napoléon Ier? Le musée Napoléon Ier, se fondant sur le livre du sacre qui court de la personne du souverain jusqu'à président de canton en embrassant les rouages du gouvernement et de la cour, entend évoquer toute cette hiérarchie de fonctions au service de l'empereur. La maison de l'empereur, qui est instituée en 1804, lorsque l'État prend une forme monarchique, comporte 6 départements. Les ecclésiastiques se reconnaissent à leur tenue et les 5 autres à la couleur de leur habit. Dans le cas du chambellan, c'est l'écarlate. Le grand chambellan est rien moins que Maurice de Talleyrand-Périgord, de 1804 à 1809, puis le comte de Montesquiou-Fezensac. Lorsque cet habit est passé en vente, nous ont aidé à l'acquérir Richard Duvauchel, qui était propriétaire de l'hôtel de l'Aigle Noir, et la Société des Amis, qui a apporté un concours décisif. Cet habit est un parfait état, d'une extraordinaire qualité, et on voit très nettement la broderie extrêmement large, une broderie qui prend la forme d'un palmier. Le grand chambellan s'occupe du lever et du coucher du souverain, et le premier chambellan, le comte de Rémusat, et vu le luxe de cet habit, il est très probable qu'il appartenait au comte de Rémusat chargé des spectacles, ce qui a beaucoup de sens à Fontainebleau, qui a de tout temps été un lieu de création théâtrale. L'habit des grands officiers de la maison est brodé d'argent au motif de palmier. Une couleur distingue chacun des 5 départements non ecclésiastiques. Le grand maréchal du palais porte l'amarante, le grand chambellan l'écarlate, le grand maître des cérémonies le violet, le grand écuyer le bleu clair et le grand veneur le vert. En velours de soie, l'habit de cour masculin associe une veste et un manteau portés sur une culotte de soie. Alors, quel est cet ouvrage qu'ont offert les amis du château de Fontainebleau en 2024, un ouvrage aux armes du duc d'Abrantès? Tout d'abord, grand merci aux amis, en ce début d'année 2024, de nous avoir tiré une épine du pied et permis d'acquérir un ouvrage signalé par Charles-Éloi Vial, grand spécialiste de l'Empire et conservateur au manuscrit de la Bibliothèque nationale de France. C'est un ouvrage rarissime, de provenance familiale, et porteur de plusieurs sens. Voilà le livre offert par les amis, dont vous pouvez voir l'insigne qualité, tous ces détails héraldiques, notamment le palmier
est doté de son croissant, de l'expédition d'Égypte, et le lion de la valeur militaire, ainsi que 2 ordres, l'ordre de la couronne de fer et l'ordre du Christ du Portugal, que Junot avait reçu comme ambassadeur dans ce pays, et non pas évidemment en tant que conquérant et envahisseur. Un ouvrage d'une extraordinaire qualité, hein, absolument rarissime, de provenance sûre, restauré par les soins de Coralie Barbe, hein, qui a atténué les traces de moisissure qu'il y avait. Vous voyez le tamis de soie bleue et la roulette à l'or qui fait courir ces couronnes. Là, des motifs beaucoup plus enlevés, presque des vaguelettes de palmettes, pourrait-on dire. Le texte du décret qui nomme Junot duc d'Abrantes, hein, Napoléon, par la grâce de Dieu, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la Confédération du Rhin, c'est la raison de son insertion dans cette vitrine, à tous présents et à venir, salut. On explique à quel point Junot est un fidèle serviteur et à ce titre mérite d'être récompensé. Et ensuite vient le détail, la désignation des biens, nom, nature, consistance, étendue et situation, avec indication des charges dont ils sont grevés, et défile le bailliage d'à Göthenburg, avec une somme en francs, ce sont les revenus, la dotation, pour donner une assise matérielle à cette noblesse de mérite qu'a créé Napoléon. Et ce qui est extraordinaire dans cet ouvrage, c'est la concentration européenne, parce que ce petit bourguignon qui était Jean Andoche Junot se retrouve titré duc d'Abrantes avec des biens en Allemagne et ensuite nommé à Laibach puis Raguse dans les provinces illyriennes sur la côte adriatique. On a une trajectoire qui est condensée au travers de cet ouvrage. Donc vraiment, grand merci aux amis d'être venus à notre aide dans ce moment décisif par la souplesse et la bonne volonté qui les animent.